c'est le deuxième épisode de la série sur l'antispécisme. Le sentientisme aurait pu donner lieu à d'autres modes de vie. Ce qui m'étonne, c'est que je ne connais personne qui dise « je mange de la volaille et du poisson, mais pas de mammifères, car ils sont trop proches de nous ». Personne non plus qui mange du bœuf mais pas du veau, du mouton mais pas de l'agneau. Pourtant, ces points de vue pourraient se défendre. Ça tombe bien que les végétaux et les champignons ne soient pas sentients. Et il se trouve aussi que nous sommes omnivores. On aurait pu être carnivores. Malgré ce double coup de bol, le mode de vie vegan reste exigeant. C'est mal de faire souffrir, de tuer ou d'exploiter des êtres sentients. Mais il ne suffit pas de s'en abstenir. On ne doit y prendre aucune part, même indirectement. Donc, c'est mal de consommer de la viande ou des produits carnés, du poisson, des œufs, du lait, du miel, de la laine, du cuir, etc. C'est mal d'aller au cirque ou aux zoos. Certains estiment que c'est mal de prendre des médicaments qui ont été testés sur des animaux. À ce compte, on se demande si c'est bien d'exister, vu que nous sommes les descendants de générations qui se sont nourries aux dépens des animaux depuis la nuit des temps. On dirait une quête d'innocence où l'on ne recule pas devant les privations. Les moules ne ressentent pas la douleur, mais en pratique, les véganes n'en mangent pas. Il se vend des croquettes veggie pour chats, ça coûte un rein, mais c'est la seule solution quand on a un carnivore de compagnie. Certains auteurs, comme Gary Francione, se réfèrent à l'ahimsa, le principe de non-violence issu des religions orientales, mais en le dissociant de sa justification spirituelle. Si l'on croit en la métempsychose, l'âme s'incarne d'abord en végétal, puis en animal, en commençant par les plus humbles et en finissant par l'humain. Mais elle peut transmigrer à nouveau vers un insecte si la personne n'a observé aucun des préceptes religieux. Le régime végétalien permet de se situer à un niveau moral supérieur. Seuls les brahmanes et les moines jaïnes, qui se consacrent entièrement à la prière, l'appliquent strictement, ce qui suscite l'admiration, les soins et la déférence des autres fidèles. Dans toutes les cultures, il y a des normes alimentaires qui sont fondées sur du symbolique. C'est un des éléments qui servent à une communauté à se différencier des autres. De quels groupes humains les véganes cherchent-ils à se démarquer? Des beaufs peut-être? Ça expliquerait pourquoi ils ne font pas de soirée moules frites? La valorisation de l'animal va parfois de pair avec le sentiment que l'humain est décevant ou même malfaisant. Or, cette idée fait florès depuis qu'on ne cesse de répéter que l'homme détruit la planète. Il n'est pas rare de lire en commentaire d'une vidéo « J'ai honte d'appartenir à cette espèce ». La honte ne résout rien. Prédateur, parasite ou simplement élu de la sélection naturelle, chaque être vivant ne peut prospérer qu'aux dépens d'autres. Le seul fait d'être au monde suppose, à minima, de bénéficier indirectement de violences subies par d'autres organismes. On cherche comment se bien conduire dans un monde amoral. Pour moi, cette question n'est soluble que dans le rhum arrangé. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poissons. La pêche est sans doute source de souffrance, mais ça n'arrangera rien si je deviens végétalienne. Si la truite n'est pas tuée par un humain, elle le sera par une mouette, un requin ou une bactérie. Et si jamais elle en réchappe, elle souffrira bien plus en mourant lentement de vieillesse. Entre-temps, elle aura causé la mort de quantité d'autres poissons. Je pourrais me raconter que je n'y suis pour rien, mais ça leur fera une belle nageoire. Quant aux poulets que nous ne mangeons pas, ils ne vont pas sortir libres de l'abattoir. Ils n'existeront pas, c'est tout. Si je vais au marché et je renonce à acheter un poulet rôti, la fois d'après, le traiteur fera rôtir moins de poulets, donc il en achètera moins, donc l'éleveur en produira moins. Aucun poulet ne sera sauvé et aucun n'aura de meilleures conditions de vie. De même, les vaches ne seront pas plus heureuses si j'arrête le fromage. Le véganisme ne sauve aucune vie et n'améliore aucune vie. Inversement, me dira-t-on, si j'achète des poulets rôtis, je suis en partie responsable de l'augmentation de la production.
des poulets vont naître uniquement pour être mangés. Et d'après les antispécistes, leur vie ne sera faite que de souffrance. Donc il vaut mieux qu'ils ne naissent pas. Certes, mais au regard de la souffrance, ne pas exister est toujours une meilleure affaire. Dans ces conditions, on ne devrait faire naître aucun animal ni aucun enfant, car ce faisant, on les expose à toutes sortes de malheurs qu'ils ne connaîtraient pas s'ils ne venaient pas au monde. La formulation « droit des animaux » s'est imposée au détriment de la protection animale. Pourtant, elle devrait susciter quelques questions. Le droit d'un individu ou d'un groupe, c'est le devoir pour tous les autres de le respecter. Mais un carnivore qui respecterait les droits de ses proies ne ferait pas long feu, et vice-versa. Idem pour un parasite et son hôte. Le coucou pond dans le nid de la rousserolle. C'est le parasitisme de couvée. La première chose que fait le bébé coucou à sa naissance, c'est d'expulser du nid les œufs de la rousserolle. Pour sauver sa peau, celle-ci le nourrit avec des coléoptères, qui sont donc ses proies. Prédation, parasitisme, sélection naturelle, carnivorisme, instinct de chasse, tous ces sujets sont généralement éludés. Sur des milliers de pages publiées, voici ce qu'en dit Peter Singer. Il faut bien admettre que l'existence des animaux carnivores pose un problème pour les fondements éthiques de la libération animale. Ça valait le coup d'avoir l'avis d'un grand spécialiste. Paradoxe de la pêche interdite. L'espèce ne doit pas être un critère pour déterminer les droits d'un individu. La chasse et la pêche devraient être interdites, mais seulement aux humains. Paradoxe de la chasse au colobe. Le chimpanzé peut-il prétendre à des droits qu'il ne respecte pas chez les autres singes ? Les chimpanzés peuvent très bien se passer de viande, mais de temps en temps, ils chassent le colobe ou le galago, qui sont de petits singes. Ils s'aperçoivent sûrement que le petit singe souffre, puisqu'ils sont capables d'empathie. Ils sont aussi capables de faire des choix, mais personne ne semble considérer qu'un animal puisse être responsable de ses actes. C'est une exclusivité sapiens. Plutôt que de donner des droits à ceux qui ne savent pas ce que c'est, il me semblerait plus logique que la loi s'adresse aux citoyens qui sont en mesure de la comprendre et qui sont censés respecter la réglementation de la production. Des obligations et des interdictions concrètes imposées aux éleveurs pour chaque espèce, voilà qui pourrait améliorer grandement la vie des animaux. Cette responsabilité incombe à l'État et aux instances supranationales, notamment européennes. Ça ne peut pas reposer uniquement sur les épaules du consommateur, qui n'a aucun moyen de contrôler les conditions de vie du bétail. Et si tout le monde devenait vegan ? Le mouvement antispéciste prône l'abolition de l'élevage. Mais dans un monde vegan, que deviendraient les animaux de rente ? C'est à peine si la question est effleurée sur les sites spécialisés. Selon certains, ils s'éteindraient après la mort des derniers spécimens dans les sanctuaires, c'est-à-dire les refuges. Pour d'autres, ils deviendraient des animaux de compagnie, sans préciser qu'ils remplaceraient chiens et chats disparus faute de viande pour les nourrir. D'autres encore pensent qu'on pourrait organiser leur retour à l'état sauvage. Dans ce cas, le programme du parti animaliste prévoit dans les petites lettres la stérilisation chimique des ongulés pour éviter la prolifération désastreuse des cochons gliés. Ce serait certes une révolution. Adieu veaux, vaches, cochons couvés. Adieu poulet. Fini les recettes traditionnelles de nos régions et du monde. Couscous, lasagne, fondue, pain d'épices. Il nous resterait les frites, le chocolat noir, la pâte d'amande et les cerises à l'eau de vie. Ce n'est pas si mal. Mais il faudrait réhabiliter le métier de nourrice. Il y a sûrement de nombreuses conséquences auxquelles on ne pense pas.
Et quid de la souffrance des animaux sauvages? Le collectif L'Amorce a la prétention d'intervenir à tous les niveaux pour mettre le monde en conformité avec ses idées. Tout est envisageable. Faire disparaître les carnivores, modifier leur génome, en faire des transherbivores, ou encore proposer aux lions de la pâté veggie. Mais serait-ce assez radical pour éliminer la souffrance sur Terre? En tout cas, les tenants de l'antispécisme ont une piètre opinion des propositions welfaristes, c'est-à-dire visant le bien-être animal par l'amélioration des conditions d'élevage. Des animaux citoyens. L'expression vient d'un ouvrage intitulé Zoopolis, qui imagine une cohabitation entre espèces qui paraîtra inenvisageable à toute personne ayant de l'odorat. Si l'espèce n'est pas un critère pertinent pour déterminer les droits et le traitement à accorder à un individu, qu'il soit bovin, porcin, humain, batracien, alors comment s'y prend-on pour déterminer ces droits? Qui serait habilité à les définir? On voit bien sur quoi déboucherait le projet de donner la citoyenneté aux animaux. Ceux-ci étant incapables de s'exprimer par eux-mêmes, ils seraient représentés par des associations constituées de bipèdes sans plumes qui se prétendraient les porte-paroles de centaines de millions d'individus sans avoir été mandatés par eux. La révolution morale qu'ils appellent de leur vœu donnerait un immense pouvoir à ceux qui, parmi les humains, seraient élevés au rang de donner des leçons de morale aux autres et qui formeraient ainsi une sorte de clergé. C'est la fin de cet épisode. Je ne fais pas de chapitre sur les actions antispécistes, spectaculaires ou non, pacifiques ou non, puisque j'ai choisi ici de m'intéresser uniquement au discours. Le prochain épisode portera sur le discours militant. À très vite!